fait, donc 1854, on est au début du Second Empire. Donc il s'agit là d'exalter le régime. D'accord. On vous dit que l'empereur est représenté sous une renommée ailée aux côtés de la France, debout sur un char mené par Athéna et Héraclès, surveillé par les allégories de la peinture, de la sculpture et de l'architecture et entouré de nombreuses autres figures allégoriques. Ok. Alors, euh, qui veut faire l'étape 2? Alors, pour commencer, ben, moi j'ai trouvé donc les personnages qui sont ailés et qui se situent, donc cette scène se situe dans le ciel, ce qui peut nous faire penser à l'aspect de liberté, ce qui est contradictoire avec les nombreuses mesures contre la liberté qui ont été prises par l'empereur. Ensuite, on peut noter aussi la présence d'une corne d'abondance en dessous de l'empereur, qui est signe de prospérité. Donc cette allégorie s'avère juste puisque le pays subit une révolution industrielle et une prospérité économique. Ensuite, derrière Napoléon, on peut voir une balance qui est signe de la justice et de l'équité, ce qui est cette fois paradoxal puisque l'empereur assouvit sa souveraineté et enferme ses opposants politiques. Puis le char est tiré par Athéna Héraclès. Donc Héraclès qui est un héros grec très célèbre et Athéna, une déesse de la sagesse et de la guerre. Donc avec ces deux personnages, on pourrait croire que Napoléon l'est tout autant. Cependant, il dit vouloir la paix, mais engendre quatre campagnes de guerre. Et enfin, on peut observer dans le soleil une personne en habit d'empereur qui pourrait être Napoléon Ier et qui, entre guillemets, illumine Napoléon III. Très bien, Brian. Très très bien. Euh, Est-ce que vous avez identifié ce que porte l'allégorie derrière, qui est au-dessus, euh, la renommée, pardon. Qu'est-ce qu'elle porte dans ses mains, la renommée? Et un rameau d'olivier, certes, et une couronne de quoi, à votre avis? Oui, ça rappelle quoi, ça? Non, César. Jésus, c'était une couronne d'épines. Et oui, César. Les empereurs romains, dans leur triomphe, avaient des couronnes de laurier au-dessus. D'accord? Je vous renvoie à l'excellent album d'Astérix, Les Lauriers de César, bien sûr, pour en savoir plus sur cette charmante tradition. Donc vous avez le temps de regarder des BD. Alors, qui veut faire la, la dernière étape, s'il vous plaît? Alors, l'intérêt historique de l'allégorie, alors on peut voir, déjà si on place dans le contexte, quand on peut comparer un petit peu à l'allégorie de la République, l'allégorie de la République est peinte avec beaucoup plus de sobriété sur la terre, donc ça va dégager des valeurs d'unicité d'un idéal démocratique. Alors que ce tableau-là, il a vraiment pour but, en tout cas c'est mon impression, de glorifier Napoléon Bonaparte en fait, l'apothéose, c'est le nom qu'on donnait quand on déifiait des, 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 des empereurs, par exemple, qui avaient fait beaucoup de choses vraiment bien bénéfiques. Et donc, du coup, on les élevait au rang de Dieu après leur mort. Or, Louis-Napoléon Bonaparte, là, n'est pas encore mort. Du coup, c'est vraiment pour insister sur sa gloire et sur sa magnificence, en fait, qu'on veut lui provoquer, entre guillemets, une apothéose de son vivant. Du coup, c'est pour mettre en valeur la beauté du Second Empire, alors qu'en réalité, c'est dans la première partie du règne, donc ce sont des mesures vraiment autoritaires qui sont prises, donc ça peut être un petit peu ambigu et contrasté. Oh, alors c'est très bien. Le seul truc,
Ton analyse est très bonne, mais par rapport à la- à l'analyse des autres allégories qu'on a pu voir, que vous avez pu voir sur la Seconde République. Ok, il y a quand même des similitudes, hein. On peut dire qu'il est représenté comme un dieu, oui, tout à fait. Andrea, bien sûr. Les similitudes, quelles sont-elles? Le personnage, là, il a une couronne de laurier, elle a un fanal, ok. Et si je reviens à celle-là, la couronne de laurier, sauf qu'elle n'est pas sainte. Donc, quelque part, il se pose en successeur de la Seconde République. Pour lui, l'Empire, c'est la succession de la Seconde République, comme Napoléon Ier disait que l'Empire était la succession de la Révolution. Donc c'est le chapitre 2, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Et je vous invite à vous rendre sur les cartes qui se situent pages 82 et 83 de votre livre. Donc, c'est un chapitre qui va qui en fait est la continuité de ce qu'on a fait avant. On va voir de la question sociale, on va s'intéresser à l'industrialisation. Alors, ça va faire remonter peut-être des lointains souvenirs issus de la 4e, d'accord, de la révolution industrielle. On va voir aussi que l'industrialisation touche avant la ville, en premier lieu, le milieu rural, d'accord, et que la conséquence de l'industrialisation sera après, dans un deuxième temps, la transformation du monde urbain. Et on va voir quelle est l'impulsion de Napoléon II dans cette révolution industrielle. Alors, donc c'est un chapitre qui va nous emmener sur 3 bonnes heures, je pense, hein, à peu près. Vous allez avoir des activités aussi à faire, des activités de carto. Vous allez voir, vous allez les recevoir à la fin du live. Ok, donc on y va. Alors, on va s'intéresser tout d'abord aux mutations économiques, au processus d'industrialisation. Je vous laisse copier le titre. D'abord, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est l'industrialisation. Et pour cela, bon, bah, vous voyez à l'écran une représentation de la machine à vapeur de James Watt en 1769 qui va constituer la première industrialisation. Donc cette première industrialisation, elle commence avec des inventions qui ont lieu entre 1750 et 1830, notamment donc par l'invention de cette machine à vapeur avec le piston, le mouvement de rotation, ce qui crée de l'énergie. La machine à vapeur devient le grand propulseur universel qui permet d'automatiser les métiers à tisser, les machines à filer, de souffler de l'air chaud dans le fer fondu des hauts fourneaux, de produire de l'énergie pour les scieries, les moulins et bien d'autres usines. Cette vapeur, elle est produite à partir de la combustion du charbon, d'où l'importance des mines de charbon et de fer, parce que on trouve souvent du fer à côté du charbon. Donc le berceau de cette première révolution industrielle, c'est l'Angleterre,
de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alors, regardez notamment cette carte, donc la carte de l'Europe industrielle, et vous voyez que l'importance des mines de charbon qu'on voit en noir, ici, 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 donc ce sont des bassins qui sont créés donc dans le nord de la France, dans l'Est, mais aussi en Angleterre, au Pays de Galles, dans le centre de l'Angleterre, autour de Manchester et Birmingham, et un petit peu au nord aussi. En Allemagne, c'est la Ruhr, la Saxe et la Silésie qui sont des grandes régions de charbon. Et vous voyez que tout autour, on a à chaque fois des villes industrielles qui vont se créer, d'accord, euh, avec des usines sidérurgiques. Là, on a tout un, dans le bassin lorrain, on a tout un bassin de sidérurgie, parce que quand on extrait du charbon, on extrait du fer aussi. Et on voit l'essor aussi de ces grandes d'usines textiles qui viennent en renfort, aidés par la vapeur, et puis des réseaux aussi qui commencent à se créer. On va juste mettre les régions industrielles avec les voies ferrées, et ça devient nettement plus clair. Vous voyez ? Donc, tout ceci, voilà. Et là encore, on est dans les voies ferrées en 1850. On va voir que le développement va s'accentuer au fur et à mesure. Ce sera une des marques notamment du Second Empire, le développement du chemin de fer. Bien. Alors, donc je continue. Alors, l'industrialisation, elle se caractérise par la mécanisation du travail, la concentration de la production dans des unités de plus en plus grandes, la simplification, la décomposition des gestes et des tâches effectuées par les ouvriers, ce qui permet d'abaisser les salaires et de recruter des ouvriers moins qualifiés, y compris des femmes et des enfants, qui dès lors sont aussi dépossédés de leur outil de travail, vu que c'est un métier à tisser qui fait votre travail, forcément, ça pose... vous n'êtes plus maître, vous êtes juste là pour assurer que la machine fonctionne correctement. Bien. Et en plus, vous êtes sous-payé vu que on dit la machine a fait un travail pour toi, donc tu n'es pas obligé d'être payé autant que ce que tu étais payé avant. La France, elle, va rentrer dans un processus d'industrialisation dans la première moitié du XIXe siècle, même si dès le XVIIIe siècle, certaines vieilles régions textiles se spécialisent dans la filature mécanique. C'est le cas pour l'Alsace et la Normandie. La première révolution industrielle, elle va prendre des formes assez différentes et originales par rapport au Royaume-Uni, qui était le pays pionnier, ou aux États germaniques et à la Belgique. Par exemple, il n'y a pas d'excédent démographique pour permettre d'alimenter des usines immenses. À ce moment-là, le monde paysan, qui est très solide, donc va se maintenir, ainsi que l'artisanat. Donc il n'y en a pas un écrasement par l'industrie des deux autres secteurs, d'accord, comparé aux autres pays. Ça, c'est une chose. Alors, quels sont les espaces concernés et quelles activités y pratique-t-on? Donc, je reviens sur ma
ma carte, on le voit. Donc, on a une industrialisation qui est concentrée à certains endroits. Donc, la Normandie pour les usines textiles, la région entre Roubaix et Lille, ici, l'Alsace, autour de Mulhouse, notamment pour tout ce qui est travail du fil, le Nord-Pas-de-Calais pour le travail, l'exploitation de la houille. Alors la houille, c'est le charbon, hein. Mais aussi Carmaux et le Creusot. Vous voyez, dans la Loire, hop là, ici, si je rajoute les villes industrielles, pardon, hop là, Carmaux et le Creusot en Bourgogne. Ok. Mais ces grandes concentrations humaines et industrielles font quand même figure d'exception jusqu'à la fin du 19e siècle. Petit b, des transformations des modes de production et une modernisation et la modernisation encouragée par l'Empire. Alors, avant toute chose, je voudrais faire juste un petit point historiographique là-dessus, à savoir que le rôle de l'empereur et de l'État dans cette modernisation, il y a encore des débats chez les historiens. Une chose est sûre, c'est que le Second Empire, c'est le premier régime qui a volontairement exprimé sa volonté de privilégier des objectifs économiques. Et on va le voir avec ce que dit justement Napoléon III dans ce discours de Bordeaux du 9 octobre 1852 que je vous lis. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer. Notre réseau de chemins de fer est à compléter. Nous avons, en face de Marseille, un vaste royaume à assimiler à la France. Nous avons tous nos grands ports de l'Ouest à approcher du continent américain par la rapidité de ces communications qui nous manquent encore. Nous avons partout, enfin, des ruines à relever, de faux dieux à abattre, des vérités à faire triompher. Voilà comment je comprendrai l'Empire si l'Empire doit se rétablir. Telles sont les conquêtes que je médite, et vous tous qui m'entourez, qui voulez comme moi le bien de notre patrie, vous êtes mes soldats. Alors, décryptons un petit peu ce discours. Nous avons en face de Marseille un vaste royaume à assimiler à la France. De quoi parle-t-il? Il me semble que c'est la Corse, non? Ah, ben on parle de l'Afrique. Oui, et particulièrement, qu'est-ce qui a été conquis en 1830? Je sais pas, mais il y a eu l'Égypte avec Oui, bah Ah ça. non. Bah non, c'est l'Algérie alors. Bien. Parce que l'Égypte, c'est Napoléon Ier. Voilà, l'Algérie, tout à fait. Ok. Nous avons tous nos grands ports de l'Ouest à rapprocher du continent américain par la rapidité de ces communications qui nous manquent encore. À cette époque, il y a déjà un fil télégraphique qui relie l'Angleterre qui est en train d'être installé en 1852 entre l'Angleterre et les États-Unis.
Donc c'est de ça dont il parle. Et puis la rapidité de ces communications qui nous manque encore, c'est aussi le développement de la marine marchande, bien sûr. Bien. Suite, donc nous avons dans les années 1830, l'initiative privée plus que l'initiative publique avait permis de faire naître de grands projets d'équipement comme la construction des premières voies de chemin de fer. Mais ce sont des initiatives privées, donc des compagnies privées qui le font. Les élites sont majoritairement favorables à la modernisation du pays et sont influencées par le libéralisme venu d'Angleterre. Et Louis-Napoléon Bonaparte est sensible à ces idées-là. Donc sous le Second Empire, l'État français va jouer un rôle d'accompagnement et d'encadrement de l'industrialisation. Il va notamment être à l'origine de nombreux projets majeurs et des mesures qui permettent de faciliter la vie économique ainsi que l'aménagement du territoire. Donc c'est des commerces, des lois, notamment des lois qui vont permettre l'expropriation pour l'intérêt public. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un Saint-Simonien, donc les Saint-Simoniens sont ce qu'on appelle des socialistes utopiques, d'accord. Ils pensent, eux, la société en termes de classe sociale, et c'est les premiers à dénoncer l'exploitation des travailleurs par les rentiers. Pour lui, il y aurait des gens éclairés qui permettraient de répartir mieux le travail et de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'abondance. Ces éclairés, entre guillemets, ça serait des capitaines d'industrie, des scientifiques, des ingénieurs, des élites scientifiques. Voilà. Donc en fait, ça serait eux qui guideraient tout le reste pour que tout le monde arrive, c'est ce qu'on appelle le socialisme utopique, que tout le monde arrive à l'abondance. Voilà. Et donc, Louis-Napoléon Bonaparte est Saint-Simonien, il croit au progrès, à la circulation des richesses, il attache de l'importance à l'amélioration du sort des ouvriers et des paysans. Et il souhaite développer économiquement le pays. C'est un souci qui est sensible aussi bien dans son premier livre, Analyse de la question du sucre, ce qui lui avait permis de bien se faire voir parmi les industriels de la betterave. Et puis, il avait écrit un autre livre qui s'appelle L'extinction du paupérisme, donc l'extinction de la pauvreté, dans lequel il privilégie les valeurs du travail, du capital, pour résoudre la question sociale. Et c'est dans ce discours de Bordeaux qu'il dit « L'Empire, c'est la paix, l'Empire, c'est la prospérité ». Donc, comme tous les autres hommes de son temps, et contrairement à ses prédécesseurs, Louis-Napoléon Bonaparte est le premier chef d'État français à véritablement s'intéresser aux questions économiques. Et même s'il n'est pas spécialiste, ses longs séjours en Angleterre lui ont permis de voir les conditions et les effets de la modernisation industrielle et agricole. Donc, parce que la révolution industrielle avait commencé plus tôt en Angleterre. Le Second Empire bénéficie d'une conjoncture économique favorable, ce qui va lui permettre de soutenir la production grâce à des commandes de l'État financées par le crédit et les banques. Donc, notamment des commandes d'armement qui vont permettre de stimuler les entreprises sidérurgiques. C'est ce qu'on appelle des dépenses productives.
qui seront dites par... c'est un terme qui est revendiqué par Napoléon III. Les relations sont très étroites entre le grand patron et l'État. Certains grands patrons occupent des postes clés dans l'État, comme Eugène Schneider, qui est le patron du Creusot, des usines du Creusot, et qui est vice-président du Sénat aussi. Alors, on va voir maintenant les mesures qui accompagnent cette industrialisation. Vous avez à l'écran, donc, d'un côté, la lettre de Napoléon III à son ministre en janvier 1860, et à droite, un extrait du traité du commerce avec l'Angleterre du 23 janvier 1860. Alors, quelques exemples de la lettre de Napoléon III. Donc, on a par exemple la suppression des droits sur la laine et les cotons, et réduction successive sur les sucres et les cafés. Donc là, c'est pour permettre, on enlève des taxes pour permettre le libre-échange. Amélioration des voies de communication. Donc là, c'est clair, hein, on va construire et des bateaux, et des canaux, et des voies de chemin de fer. On va enlever, vous voyez, donc des droits sur les canaux et abaisser les frais de transport. Des traités de commerce avec les puissances étrangères, ce qu'on va voir sur la droite. Voilà. Et donc, le traité d'échange avec l'Angleterre, on le voit là, c'est une limitation de 30% des droits de douane, à 30% des droits de douane, sur une liste de 45 articles, pour permettre l'importation. Des lois, une loi sur les frais d'importation, les droits de douane sur la houille et le charbon. Et de l'autre côté, même chose avec l'Angleterre pour les produits français. Ok, donc on va développer le commerce entre États. Je vous rappelle qu'avec les Britanniques, on se faisait la guerre encore en 1815. Hein. Vous voyez que les choses ont bien changé en 45 ans. Alors, différentes mesures permettent d'accompagner l'industrialisation, des grands projets d'aménagement et la libéralisation de l'économie. Alors, une nouvelle législation économique. On a une révolution du crédit avec la création de banques d'affaires. Ce sont des banques qui ont comme principale activité de prêter de l'argent aux entreprises. On a des banques de dépôt qui sont séparées des banques d'affaires qui, elles, vont traiter avec les particuliers. On a aussi la création de sociétés sous forme d'actions. Chacun peut avoir des parts dans une société et investir. Une petite dizaine de banques sont stimulées par Napoléon III, ce qu'on verra dans l'étude de cas sur les frères Pereire un peu plus tard. L'empereur a le droit seul de faire les traités de commerce indépendamment du Parlement, ce qui lui permet d'appliquer une sorte de libéralisme économique. C'est-à-dire que, donc, en réduisant les frais de douane, on a un libre-échange qui se crée aux frontières. On le voit notamment avec ce traité de commerce dont je vous ai parlé. On a aussi des grandes réalisations d'aménagement du territoire, et ça, c'est ce que vous devrez faire à la maison pour la prochaine fois.
que je vais vous envoyer après. D'accord? On avance. Donc je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Vous allez recevoir ce fichier-là dans quelques temps. Et vous allez devoir faire un croquis légendé avec des informations qui seront sur un texte à part. En fait, vous allez devoir traduire le texte en croquis.